c'était une communication pleine à craquer, tendue, possible. Et chez nous, toujours, il y a chez le philosophe un combattant, quelqu'un qui attaque. Alors, il y a de la chance parce qu'il y a un miroir parfait. Parce que c'est aussi un combattant. Les combats dans l'île, enfin, les athlètes, on sent agonie. Et la précision, bien sûr, mais la densité, ce qui fait que j'espère que certains d'entre vous sont prêts, malgré l'heure de la sieste, à se faufiler dans ces parages du discours brillant de Guillaume. Alors, je vais parler un petit peu de l'événement demain, donc je ne vais pas poser cette question-là. Sûrement que tu vas me boxer demain, parce que peut-être j'ai une approche un peu différente. Donc, on peut dire que je dirais que l'image de Jean-Paul que tu as le plus définie est une de celles qui m'a touché le plus d'emblée quand j'ai découvert un peu tardivement comme Michel Colos son œuvre, c'est ce que tu as nommé la tenue. Parce que la tenue, cette tenue, donc qui ne cède pas justement au temps, à la linéarité, cette tenue qui fait que l'œuvre, en effet, comme le combattant, fait face. Et cette tenue a aussi bien une position technique, c'est le verre, par exemple, son verre, avec ses coupes, avec ses différences, sans arrêt, ses différements de la signification. La tenue a une valeur morale évidente, n'est-ce pas? Et ce que tu appelais ailleurs le cran, je suppose, que je n'ai pas lu, mais le cran, qui est un mot, je trouve, qui le caractérise parfaitement. Le cran. Voilà, je préfère laisser la parole à un auditeur. Michel Colos. Oui, alors on continue le combat boxe, parce que là, j'avoue, je suis un peu étonné de voir situer la pensée ontologique de l'espace comme étrangère à la phénoménologie. Alors, je veux bien pour la phénoménologie hegelienne, et vous avez bien rappelé au départ le discrédit porté par l'esthétique hegelienne vis-à-vis des arts de l'espace, et ça, je suis complètement. Mais qu'en est-il de la phénoménologie issue de Husserl? Elle a été un peu, semble-t-il, dans votre discours, un peu rapidement mise du côté d'un primat du sujet ou du temps. Alors, je sais pas du tout la lecture que j'ai de la phénoménologie, et donc de la possibilité de lire la poésie à partir de la dite phénoménologie. Rappelons simplement, Husserl, l'un des premiers textes fondateurs s'appelle « Chose et espace ». La notion de structure d'horizon qui est chez lui englobante, mais qui a quand même un fondement spatial, jusque à la philosophie du monde de la vie, l'arche originaire Terre ne se meut pas. Enfin, il me semble qu'il y a chez Husserl, et de plus en plus au fur et à mesure de l'évolution de son œuvre, une prise en compte de l'espace qui est assez intéressante pour une lecture de poésie qui, justement, met l'accent sur la spatialisation à la fois du langage et de l'existence, tout simplement. Heidegger, son livre a beau s'intituler Être et temps, introduit des notions qui sont quand même très radicalement en rapport avec l'espace. La simple, vous l'avez un peu évacué, la simple appellation de Dasein est quand même intéressante parce qu'il l'a fait quand même évoluer par rapport à d'autres usages de cette notion dans l'histoire de la philosophie allemande. Ensuite, les notions d'existence ne cessent de réécrire avec le préfixe ex, qui quand même dirige vers le dehors. Et puis la suite, tout autant, le logos comme l'essai en
ensemble étendu devant, l'habité en poète verlinien qui est revisité quand même par une pensée de l'habité qui n'est pas dénuée de connotation spatiale, le bâtir, habiter, penser. Enfin, bon, et puis ensuite, Merleau-Ponty, bien sûr, et puis d'autres qui se sont, comme poètes aussi, intéressés à la phénoménologie. Je pense à Jagarelli, qui définit la poésie, et à partir de Heidegger et de Merleau-Ponty, comme instauration d'un lieu pensant. Alors voilà, ma surprise en somme de ce qui est chez vous, la volonté, enfin la position de la pensée de Jean-Paul Michel, parce qu'elle prend au sérieux l'espace, et ça, moi, c'est vraiment une des questions qui m'intéresse beaucoup dans son œuvre, comme vous avez eu cette formule quand même radicale, soldait l'héritage de la phénoménologie. Voilà, c'est sur ce point que je ne vous suis pas. Bon, l'espace de ce colloque consacré à Jean-Paul Michel fait que je me suis concentré sur la poésie de Jean-Paul Michel et ce que je voulais en dire. Et c'est vrai que ces questions-là, je les ai déjà traitées ailleurs, donc j'y reviens pas, quoi. Donc je vais vous répondre assez clairement. Après, vous serez d'accord ou pas, c'est autre chose. Mais enfin, moi, je suis déjà ailleurs, donc c'est pour ça que je n'ai pas pris le temps de le dire là. Mais moi, je suis ici. Voilà. Mais pour faire, non, mais c'est pour voilà, pour faire une réponse assez simple que tout le monde pourra bien comprendre. Moi, la question que je me pose, c'est, et du coup, là, la poésie de Jean-Paul Michel est directement concernée, c'est où en sommes-nous ? Où en sommes-nous dans la pensée ? Où en sommes-nous dans la poésie ? Je dis la pensée, comme ça peut être aussi bien la poésie que la philosophie. Où en sommes-nous dans la pensée ? C'est la question que je me pose. Elle m'intéresse. C'est quand même une vraie question. Pour quelqu'un qui essaye de créer quelque chose, c'est une question fondamentale. Et moi, le diagnostic que je fais, qui vaut pour moi, il est le suivant. Il est qu'on est resté dans un horizon fixé par Kant dans la critique de la raison pure. Je m'explique. La critique de la raison pure commence par une esthétique, c'est-à-dire une théorie de la sensibilité. La théorie de la sensibilité, en réalité, c'est une théorie de l'espace et du temps. Sauf que, et c'est toute la modernité de Kant, Kant commence par l'espace et finit sa théorie de la sensibilité par le temps. Pourquoi le temps vient-il après ? Parce que comme toujours chez Kant, et souvent chez les philosophes, ce qui vient après, c'est ce qui était là au début, mais qu'on découvre qu'à la fin. Or, Kant aura montré que rien de spatial pour nous ne peut être autrement que spatio-temporel. Je vous donne un exemple. Les deux verres qui sont l'un à côté de l'autre, juxtaposés dans l'espace, ne peuvent y être l'un à côté de l'autre que s'ils y sont simultanément, c'est-à-dire en même temps. Le temps fonde tout rapport spatial. Ça, c'est ce que Kant a établi dans la critique de la raison pure. Et moi, je considère que depuis ce constat-là, jusqu'à Heidegger et jusqu'à Merleau-Ponty, en passant par Husserl et Hegel, ce primat, et on pourrait prendre Bergson bien sûr, ce primat du temps sur l'espace est demeuré intouché, intact, inquestionné. Je prendrai juste l'exemple de Heidegger. Le grand livre de Heidegger est traitant, qui est d'ailleurs quand même 1927, ça va faire un siècle. Donc nous sommes ailleurs. Nous ne l'avons pas vu, nous ne le savons pas, mais nous sommes ailleurs, c'est sûr. Ça fait quand même un siècle, Heidegger. Donc, le grand livre de Heidegger est traitant, composé de à peu près 80 paragraphes. Il est fait en deux parties. Les 45 premiers paragraphes, l'espace. Les 40 suivants, le temps. Et que dit Heidegger, il répète, c'est une sorte de variation sur l'esthétique transcendantale de Kant. Tout ce qu'il dit de l'espace, c'est le mode, comme il dit, dévalé, inauthentique, inoriginaire. Et on ne retrouve la vérité de l'espace que si on le reconduit à son sens originairement temporel. Donc il reproduit la priorité kantienne du temps sur l'espace. C'est évidemment déjà vrai chez Hegel, et ça se retrouve jusqu'à Bergson, et ne parlons pas de Merleau-Ponty. Si vous regardez la phénoménologie de la perception, le plan de la phénoménologie de la perception reproduit, commence par l'espace et finit par le temps. Comme Heidegger, mais comme avant lui, Kant. Et je pourrais dire sur Husserl aussi, sur Husserl c'est exactement la même chose. La notion d'horizon chez Husserl ou d'esquisse ne peut s'entendre qu'originairement dans un sens temporel. Ça veut dire qu'en fait, toute cette présence et même cette omniprésence de l'espace, ce sont des espaces qui sont toujours déjà temporalisés, et moi je dirais, m'inspirant de Ponteviak, simultemporalisés. Avec cette phrase de Ponteviak que je trouve excellente, cela introduit dans l'idée de simulation une indication temporelle.
pour moi, pas Kant, parce que Kant, lui, il sait que le temps est le sens interne du sujet. Lui, il ne prétend pas jamais que le temps dise quoi que ce soit du dehors. C'est son privilège, à mon avis. Mais après Kant, et notamment à partir de Hegel, on a voulu objectiver, réifier, ontologiser quelque chose qui était purement subjectif. Le temps est en nous. Il n'y a pas de temps des choses. Et la grosse simulation de Hegel à Heidegger en passant par Husserl, c'est d'avoir réifié quelque chose qui était interne. Et donc d'avoir cru toucher la transcendance du monde, la transcendance du dehors, lorsqu'en fait, on ne faisait que mirer sa propre image en miroir, c'est-à-dire du temps. Chaque fois qu'il y a du temps, c'est notre propre image qui nous est renvoyée. Chez Husserl, par exemple, en exemple, mais dans les méditations cartésiennes, toute la notion d'horizon, d'esquisse et tout n'a de sens que temporel. Un horizon, c'est je vous vois de là, mais cet horizon est unilatéral. Qu'est-ce que ça veut dire unilatéral? C'est-à-dire qu'il va se compléter à mesure que je vais faire le tour de l'objet. Mais ça, c'est dans le temps. Donc la notion d'horizon et d'esquisse sont des concepts, bien sûr, qui ont un sens spatial, mais qui, originairement, si on les coupe de leur détermination temporelle, n'ont plus aucun sens. Ça ne veut plus rien dire. Alors, une petite interruption. Pour revenir à la littérature, si on se trouve dans l'œuvre de Proust, par exemple, on sait qu'un lieu est essentiellement le souvenir d'un moment. Il faut savoir, si on parle de l'espace en soi, dans ce cas-là, on est vraiment dans une entité conceptuelle très différenciée, qui a en effet une histoire dans la philosophie occidentale. Parce que chez les orientaux, ça commence autrement, où l'Africain perçoit tout autrement, c'est un espace et un temps hiérophanique. Bon, mais peu importe, le fait est que chez Michel, il est certain qu'on peut faire une lecture, je crois, d'une recherche d'orientation dans l'espace à partir de l'événement, donc qui a le sens un petit peu que, je dirais, on trouve dans peut-être l'histoire des religions, la fondation des temples, etc., qui sont temples, c'est bien du temps. Temple, c'est tempus, contemplation, hein, c'est le temps qui est au centre. Donc, il faut savoir de quel temps. Est-ce qu'on parle de l'espace tel qu'il est, comme dit Heidegger, tu disais, dévalé, parce qu'au fond, c'est toujours l'espace tel qu'il se produit dans la partition sujet-objet que justement le poète va essayer de surmonter, ou l'écrivain. Voilà, alors là, on a en effet, moi je vois davantage en effet cet espace tel qu'il viendrait de Descartes, par exemple, de cette coupure, de cette esquisse, qui pourra égaler la philosophie moderne. Donc, mais Kant, bon. Mais là, je trouve que la littérature est une rémunération de quelque chose, comme la perte du danger de perte de l'être humain qui n'a pas d'espace dans le monde. Nous sommes les seuls êtres qui n'avons pas d'espace et nous devons nous le donner par des images, par des figures, des figurations. Voilà comment j'introduirais une nuance du point de vue littéraire. L'espace littéraire qui nous intéresse, je crois, c'est celui fond des hiérophanies, de toutes les... et dans ce cas-là, c'est très différent. En effet, moi je crois que ta critique est tout à fait valide dans ce référent qui vient d'après la Renaissance, en somme, mais que le temps, l'espace proustien, comme on l'avait montré d'ailleurs Poulet, très bien dans l'espace proustien, nous avons cette relation au moment. Proust nous montre sans arrêt qu'un être n'existe pas. Il existe dans le groupe de monde avec lequel je l'ai vu à tel moment. Je le revois plus tard, c'est comme les lieux. Je revois Combray plus tard, il ne veut plus rien dire. Soit parce qu'on a coupé les arbres, soit etc. Et c'est plus de toute manière le même lieu. Ce qu'il est lié au temps. Il y a cette... Et dans ce cas-là, il y aurait un certain pli en nous, sans doute, où temps et espace se relient en quelque sorte. Alors ce serait une autre élaboration. Je vais dire deux mots, mais
moi, très simplement, la question que je me pose, mais je me la pose vraiment sérieusement, quand je lis Jean-Paul Michel, c'est dehors, c'est bien beau dehors, mais quoi dehors? De quoi on parle? Dehors impensable, c'est s'il y a vraiment quelque chose de fort chez lui, c'est de ne pas se payer de mots. Et on dit le dehors. D'abord, le dehors, c'est spatial. Là, je crois qu'on va être vite d'accord là-dessus. C'est pas une grande invention que je fais là. Bon, et impensable. Or, moi, ce que je vois, c'est qu'évidemment, nous sommes juste pas du tout à l'aise avec un dehors impensable. Et donc, nous lui prêtons ce qui nous arrange. Donc, moi, je distinguerai 3 espaces. Et le dernier étant celui que je perçois dans la poésie de Jean-Paul Michel. Donc le premier, c'est ce qu'on peut appeler l'espace mathématique, c'est l'étendue cartésienne, c'est l'espace objectif, c'est l'espace mesurable, dans l'espace des villes, l'espace urbain, l'aménagement du territoire, bon, l'espace politique, l'espace mathématique, donc qui peut inclure une politique de l'espace, etc. Ensuite, moi je parlerai d'un espace pathétique, et ça c'est celui de Proust. Un espace pathétique, c'est quoi? C'est un espace que l'on reçoit, comme si c'était du dehors, sauf qu'en fait, c'est un dehors qui a été simultemporalisé, puisque nous lui avons prêté des déterminations qui sont nôtres, des déterminations temporelles. Un moment, c'est pour ça que Jean-Paul Michel se méfie de l'idée de rendre habitable, puisque habiter, comme je l'ai dit, c'est se faire un séjour. Et un séjour, c'est quoi? C'est un lieu dont le temps donne la mesure. Ça, c'est ce qu'on a chez Proust. Et donc moi j'appelle ça un espace pathétique. Pourquoi? Parce que c'est un espace que l'on reçoit, dont on a l'évidence qu'il est indépendant de nous. Tiens, les arbres, ils n'étaient pas comme ça que la dernière fois que je suis venu. Donc on a vraiment une sorte d'évidence d'une extériorité de cet espace, sauf que c'est une extériorité grosse de notre vie intérieure. Et donc du temps. Le temps lui est arrivé par nous. Et le troisième espace, c'est l'espace qu'on pourrait appeler, en reprenant un mot qui existait chez les Grecs, qui a malheureusement disparu, mais qui était très courant chez les Grecs, c'est l'espace pathématique, pour distinguer de pathétique. Et là, pathématique, c'est le grand dehors, c'est le grand réel. C'est l'espace en tant qu'espace. L'espace auquel qui ne nous doit rien. Si on veut parler du dehors, du réel et de l'impensable, il faut bien s'assurer que nous ne sommes pas en train d'avoir un dehors qui a quand même une petite concession à notre vie intérieure. Et notamment, et pour moi, le fond commun de l'intériorité, c'est le temps. Alors, un instant, s'il te plaît, parce que là, tu as fait une clarification merveilleuse. Je me disais justement, si on ne pourrait pas passer de la deuxième figure à la troisième en disant l'œuvre littéraire, un peu comme le temple du grand Dieu, l'œuvre de la culture en général, serait tout simplement un lieu d'initiation au grand corps, et c'est sans aucune prétention de connaissance, c'est-à-dire que c'est un lieu intermédiaire, comme certains psychanalystes l'ont développé, un lieu intermédiaire qui nous permet de ne pas mourir exposés au dehors, puisque nous sommes sans armes, nous humains, nous sortons, nous sommes un bébé vagissant du ventre d'une femme, nous n'avons aucun abri d'aucune sorte, alors que le pinson, lui, en 3 semaines, il peut voler. Donc là, nous construisons cette sorte de demeure, d'orientation, pour ne pas être fou, pour ne pas être tué par ce dehors, en effet inhabitable. Parce qu'il faut se dire une chose, si on veut rencontrer ce dehors, il faut cesser d'avoir une tête et un cœur, enfin tout ce qui est trop humain, disons, et la finitude. Mais à partir du moment aussi où nous voyons une finitude, ça veut dire que là commencent les limités aussi. Nous ne verrions pas de finitude, de limite, si nous n'avions pas un certain contact avec les limités. Et qu'est-ce qui nous le donne? C'est cette opération de cryptologie de l'espace. C'est cette possibilité de spatio-temporalité, ces ouvertures en quelque sorte, c'est comme des embrasures, on dirait. L'éclat ce matin nous permet de penser ça, par exemple. C'est-à-dire que ce sont des clignotements, mais des signes qui viennent d'ailleurs, d'une altérité. Sinon, on ne nous maintiendrait pas éveillés, par exemple. Il ne serait pas ces possibilités de création en nous, il ne serait pas ces mises en demeure, d'agir, des verticalisations, etc. C'est ce que j'essayais de dire maladroitement
en montrant dans les textes, mais moi ce que je trouve de très original dans la poésie de Jean-Paul Michel, c'est justement ça. C'est puisqu'on ne va pas s'affranchir du dedans, puisque c'est notre condition native. Donc c'est à partir de là. Mais quand même, c'est quand on vient d'un monde d'idées qu'il y a surprise. Donc surprise de l'être, c'est une figure. C'est pas qu'il y a surprise de l'être. C'est pour nous qu'il y a surprise. Et du coup, toute l'originalité, c'est de s'installer dans le temps dans lequel nous sommes, comme dans notre condition originaire, mais au lieu de le faire à l'aveugle, en prenant les projections du dedans pour du dehors, comme de neutraliser le temps par le temps, quoi. Le dedans par le dedans, et que ça ouvre du coup des espaces, pour le coup, par où quelque chose du dehors frappe, entre. Moi, c'est comme ça que je vois toute cette pratique de la... C'est pour ça que je vous ai donné ces quelques extraits là. Je trouve, parce que bien sûr qu'il y a un rythme dans ce découpage, bien sûr, mais c'est une manière, je trouve, moi, de soumettre le temps, pour une fois, sous la loi de l'espace, mais il y a quand même du temps, puisque c'est nous, le poète, il a, comme on disait, son désir, son intention, ben, bien sûr, c'est pas une pierre. Mais comment fait-il pour, depuis le temps, neutraliser le temps, quoi. Et moi, pour moi, il y a tout ce travail du vers, pour le coup, moi, c'est comme ça que je le lis. L'éclat, c'est une neutralisation du temps. Excusez-moi, là, je vous donner raison. Arnaud ? C'est une question très difficile. Il y a peut-être possibilité de trouver une ouverture pour sortir de cette grande difficulté en se référant à Deleuze. Parce que, si j'ai bien compris Deleuze, sa véritable révolution, c'est de nous faire sortir de l'opposition, d'abord de nous faire sortir de toutes les oppositions dichotomiques, mais ensuite de nous faire sortir de l'opposition qualité-quantité, et donc un peu âme-corps, ou âme-matière, etc. En disant qu'au fond, Bergson s'est trompé, et qu'il a cru pouvoir jouer la qualité contre la quantité, en mettant l'âme du côté de la qualité. Alors qu'en réalité, vraisemblablement, il faudrait creuser, qualité-quantité jouent du même côté, la qualité étant l'alibi de la quantité. Et il y aurait une autre notion à ajouter, c'est pour ça qu'hier je parlais aussi du virtuel, il y aurait une autre notion à ajouter, c'est la notion d'intensité. Et là, on n'est plus du tout dans le même domaine que quantité-qualité, qui est de l'ordre de l'actuel. Quand on est dans le domaine du virtuel, qui est finalement ce qui nous constitue, atomiquement et ainsi de suite, sont des grands mouvements, et qui constituent le monde, qui n'est que mouvement, incessant, continu, etc. Il n'y a pas de forme. Donc il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'esprit non plus. Et c'est pourtant ça le monde. Ce qui fait que je dirais que et c'est le point de Deleuze, là où ça se joue, c'est le moment où se crée un problème, se crée une rugosité qu'il appelle anomalie, où ça accroche, et où ça accroche de telle façon qu'entre deux séries d'événements, deux séries d'éléments, il peut y avoir un événement, c'est-à-dire quelque chose qui fait éclat de l'un à l'autre, et qui va constituer un continu du type du pli. Quand on est là, on est sorti de tout le débat, justement, qui vient de Saint-Augustin et qui va jusqu'à Husserl, sur le temps et sur l'espace, Heidegger bien sûr, sur le temps et sur l'espace. On passe à autre chose, et je dirais que, moi personnellement, Jean-Paul Michel, je le vois plutôt de ce côté-là, déjà, plutôt que dans une sorte de continuation du débat corps-âme, extériorité-intériorité. D'où le dehors, qui ne me gêne pas du tout, si le dehors, je le prends comme l'ensemble de tous les mouvements chaotiques qui constituent justement ce que nous sommes incapables ce à quoi nous ne pouvons pas répondre et qui pourtant nous demandent de répondre. Voilà, je vais peut-être bafouiller, mais c'est compliqué. Non, c'est que, bon, je ne vais pas faire une thèse sur Deleuze ici, mais
c'est que la question de Kant se repose à nouveau, c'est-à-dire pour qu'il y ait mouvement du dehors, et même Deleuze parle il parle des forces du dehors. Mais tout ça, ça présuppose du temps. S'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de mouvement. Donc ça veut dire qu'on a une conception implicitement ontologique du temps. Pour moi, Deleuze, il reste dans cette grande histoire d'une ontologie de l'événement. Pour lui, l'événement est un nom de l'être. Et d'ailleurs, c'est assez frappant de regarder dans son itinéraire, quand on regarde d'un peu près, il commence par exemple en 63, il fait son livre sur Kant, très beau livre par ailleurs, mais il manque quelque chose de fondamental, à ses propres yeux d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, mais il va se rendre compte qu'il l'a manqué à la fin, c'est-à-dire justement le primat du temps sur l'espace. Et en fait, Deleuze va évoluer là-dedans de manière inconsciente, tout à fait inconsciente, il va pratiquer cette priorité du temps sur l'espace qu'il retrouve chez Bergson, mais de manière spontanée, jusqu'à son livre sur le cinéma, où il sort de ses livres, il refait des cours sur Kant en 79, et tout d'un coup il découvre, il se dit, mais vous vous rendez compte, c'est génial en fait, la simultanéité, il ne faut pas confondre juxtaposition dans l'espace et simultanéité. Tout ce qui est juxtaposé dans l'espace, en fait, ne peut l'être que si c'est simultané dans le temps. Et il dit à ses étudiants, vous vous rendez compte comme c'est génial. Et ça va donner tout son deuxième volume sur le cinéma, et c'est comme ça qu'il va expliquer le montage. Le montage, c'est un rapport de simultanéité. C'est pas que ce qui est sur l'écran est à côté de ce qui est hors champ. Ça ne peut être à côté parce que ça y est en même temps. Et donc, pour moi, toute sa philosophie personnelle, depuis même le Proust, où déjà il introduit sa philosophie propre, les différences et répétitions, etc., enfin jusqu'à 1000 plateaux, c'est une ontologie du temps. C'est une ontologie du temps. Donc c'est quand même une question. C'est quand même une vraie question. Qui est un être du temps, ça peut éventuellement, parce que très simplement, vous dites un mouvement, si on voit passer un oiseau, vous dites, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas du mouvement. Oui, mais s'il n'y a pas un sujet pour enregistrer les positions du mouvement, est-ce qu'il y a du mouvement, est-ce qu'il y a du temps, c'est quand même une vraie question, quoi. Et ça se pose pas comme ça chez Deleuze, des différences et répétitions. Ce à quoi il donne toute sa attention, c'est le fait qu'il y a des mouvements continus. Autrement dit que nous, évidemment, parce que nous sommes des yeux, des oreilles, un cerveau, etc., nous voyons tout le temps de la discontinuité. On peut appeler ça l'espace, si on veut. Et nous sentons à l'intérieur quelque chose qui serait une forme de durée, donc une continuité. Mais en réalité, ce dans quoi nous sommes, c'est de la continuité. C'est nous qui introduisons de façon tout à fait artificielle la discontinuité partout. Donc c'est dès le début, dans la constitution même du sujet chez Jung, que se pose le problème de la continuité. Et ce n'est pas tellement la question du mouvement que la question de la continuité. Par exemple, il dit que le pli, c'est la ligne qui va à l'infini. Ah. Elle y va de façon complètement absurde, puisqu'elle y va par angularité sans arrêt. Mais elle y va quand même et de façon infinie. Et à partir du moment où elle est une ligne qui va à l'infini, elle peut revenir à l'infini, etc. Cette idée de la remontée dans les plis. Donc la base de Deleuze, c'est la continuité. Pas forcément le mouvement, abandonnons ce terme, c'est la continuité. Et nous sommes obligés de penser selon la discontinuité. Donc nous sommes obligés aussi de penser avec des mots qui introduisent sans arrêt des oppositions, terme à terme, etc. De sorte que, à mon sens, le problème du temps et de l'espace est annulé par la remarque deleuzienne, qui est quand même tout à fait nouvelle, qui est il faut introduire, la virtualité contre l'actualité, et 2, il faut introduire la continuité contre la discontinuité. Alors, je propose que, par exemple, demain, on laissera poser mijoter. Pardon, quelqu'un ? Oui, en fait, simplement, moi je ne serai pas là demain. Donc, juste une remarque, je n'avoue ne pas comprendre pourquoi la réévaluation poétique et philosophique de l'espace nécessiterait à tout prix une sorte de renversement qui conduirait à exclure, en tout cas à priver le temps de sa dimension ontologique. Parce que, d'une part, sur le plan philosophique, dire que le temps n'a affaire qu'au domaine de l'intériorité, ça m'arrangerait parce que je ne serais pas mortel. La mort est un événement qui m'arrive du dehors et qui est lié au vieillissement, qui malgré tout aussi est un événement qui m'est extérieur, sinon je préférerais m'en passer. Et deuxièmement, quand je vois Jean
Jean-Paul Michel introduire la circonstance de son poème, il le date d'un lieu et d'un moment. Voilà. Donc je ne vois pas chez lui, bien sûr, que la spatialisation est un point très fort de sa poétique, mais est-ce que ça exclut nécessairement, est-ce qu'il est possible vraiment, philosophiquement et poétiquement, de dissocier temps et espace? Et c'est moi la difficulté que me pose votre problématisation de... Voilà. Je voulais suggérer simplement que pour demain, on relise les poèmes Meditatio Italica, qui sont une ouverture un peu différente justement de cette opposition entre espace ou non-espace et espace et temps en quelque sorte espace requalifié. Juste 2 mots. Le premier mot sur la remarque de bon sens, je suis mortel, ça c'est pas du tout moi, c'est Kant, hein, je veux dire, donc c'est ultra classique. C'est que, aussi paradoxal que ça puisse paraître, si vous enlevez tout sujet humain, il n'y a plus de temps. Et donc ma mortalité, c'est moi me représentant que je suis mortel. Ou la mortalité de l'autre, c'est un sujet humain se représentant la mortalité de l'autre. Ça, c'est ce que Kant appelle l'a priori. Donc bien sûr qu'on se dit, tu vas pas me dire que le fleuve il passe pas, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas l'automne, tu vas pas me dire que tout ça. D'accord. Mais le concept d'a priori, ça c'est pas moi qui l'ai inventé, et qui est quand même assez efficace, c'est de dire que précisément nous nous retrouvons partout du temps parce que nous l'y avons mis nous-mêmes. Donc forcément que dans quoi que ce soit que je me représente, c'est pas le dehors que j'ai, mais c'est la représentation que je me fais du dehors. Et comme sitôt que c'est ma représentation, il y a du temps, forcément que je retrouve le temps partout. Mais ça, c'est moi qui l'y ai mis. Mais ça, c'est pas... Enfin, moi, là, je m'en impute pas la gloire. J'aimerais bien avoir inventé cette idée-là. Mais ça, c'est Kant. Ça, c'est vraiment Kant. Donc voilà, ça, c'est quand même... Ça, c'est pas du tout moi. Et l'autre chose sur les poèmes dont j'ai parlé, d'ailleurs, qui ont un lieu, une date et tout, moi, je trouve justement que c'est ça que j'essayais de dire, c'est que ce lieu, cette date, parfois que le lieu, mais souvent le lieu et la date, et je trouve qu'il y a justement une manière de poser cette question-là, et comment, alors que bien sûr qu'il a été tel jour, à telle heure, à tel endroit, évidemment, mais comment justement l'art poétique, le faire poétique, c'est ça tout le paradoxe, arrive à défaire un peu du temps pour qu'il cesse d'imposer son ordre à l'espace. Voilà, moi c'est comme ça que je le lis. Je vais juste préciser un point, c'est qu'il y a du dehors à condition qu'on pense au-delà de Kant et de Hegel. À savoir, chez un anti-hegelien qui est Schopenhauer. Schopenhauer a, je crois, montré de façon révolutionnaire, il fallait le faire, qu'il n'y avait pas seulement la représentation dans l'homme, il y avait aussi la volonté. La volonté, elle fait partie de la nature totale. Tout est volonté dans la nature. Et elle surgit de l'intérieur, effectivement. C'est ce qui constitue de l'intérieur, c'est la force interne qui fait le corps. Et à partir de là, il peut y avoir espace et temps. À partir de là, il peut y avoir représentation. Donc la représentation chez Schopenhauer est fondée sur la volonté. Bien entendu, on ne peut pas séparer les deux. C'est pourquoi il dit bien le monde comme volonté et comme représentation. Et en même temps, il y a ce geste dramatique qui est dans le 4e livre du monde comme volonté et comme représentation, de s'arrêter au milieu du livre en disant exactement l'inverse de ce qu'il venait de dire jusqu'alors, et en abandonnant sa découverte, qui laissera à Nietzsche le soin de reprendre. Finalement, Nietzsche, c'est jamais rien d'autre que la reprise au milieu du 4e livre de cette opposition représentation-volonté, qui faisait peur à Schopenhauer. Je pense que ça, on peut dire que c'est, oui, l'ordre de la nature, qui n'est pas seulement matière, mais virtualité immatérielle, et qui est corps, et qui est volonté interne. Ça, c'est de l'interne, oui, je suis d'accord. Mais temps et espace, c'est pour nous de l'ordre de la représentation greffée sur cet ordre interne qui n'a rien à voir avec le temps et l'espace. Et qui, en tant qu'il s'actualise, se temporalise en même temps qu'il se spécialise. Pour finir, parce qu'on ne va pas durer éternellement, je relis juste la phrase qui concluait mon texte. Mon texte, en fait, c'est une ligne tendue entre cette phrase de Pontelia, cela introduit dans l'idée de simulation une indication temporelle. Et la dernière phrase de mon texte, qui est Jean-Paul Michel, l'éternité existe,
mais par inaptitude humaine, nous l'habillons de temporalité. Je me demande en quel sens il faut prendre cette phrase. Voilà, c'est tout. Moi, mon texte, il va de l'un à l'autre. Je trouve que c'est très juste. Ce texte est juste. Mais... Alors, que ferais-tu des épiphanies? Ah ben ça, c'est pas moi le... Alors, parce que ça, c'est plus mon je problème. crois que dans Méditation italica, nous avons le problème de l'anamnèse, de l'épiphanie, qui rejoint l'éclat, bien sûr. Et là, je crois que c'est autre chose. Moi, je me pose quand même une question, parce que dans le texte, en tant que réponse, est aussi lié à la rémanence. Et c'est la rémanence de quelque chose qui, sans cela, se répercute, une rencontre, etc. Je cite le texte de Jean-Paul Michel. Une rémanence, donc une mémoire. Et dans la mémoire, ainsi que dans l'idée d'archétypal, il y a l'idée de temps. Mais même dans la forme des poèmes que tu as choisis là, je trouve que dans cette forme de temple ou de stèle, il y a aussi une dimension temporelle. Donc c'est vraiment une vraie question. Et c'est vrai que je crois qu'il y a cette tension entre l'espace et le temps, mais qu'on ne peut pas en enlever. Enfin, je veux dire, elles se tiennent ensemble pour moi. Donc, dans ce terme de rémanence... La question, c'est de savoir, ils se tiennent ensemble. Comment ils se tiennent ensemble? Parce que se tiennent ensemble, c'est ça la question. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est... Voilà, Par le déchirement. Pardon. Non, au contraire. Il me semble que les affres dans lesquels nous nous trouvons en ce moment sont d'une certaine manière des affres analytiques et logiques. Et de la sorte d'affres dont précisément j'ai éprouvé physiquement, comme n'importe quel sujet, et toi-même, je n'en doute pas, qu'il n'avait aucune espèce de possibilité de sortie possible au plan d'une réponse qui soit, d'une manière ou d'une autre, tenable logiquement. C'est pourquoi il m'est arrivé de dire, par exemple, s'il y a de l'art, c'est qu'il y a de l'impossible. C'est-à-dire, il faut trouver à tout prix une façon de se tirer d'affaire dans quelque chose que par la simple voie de la logique, nous n'arriverons d'aucune manière à dénouer. Et lorsque je dis l'éternité existe, c'est évidemment une proposition un peu plus à la fois problématique, paradoxale, osée, et à mes yeux pourtant indiscutablement pertinente et que je suis tout prêt à soutenir par le sentiment même qui est le mien, en effet, de ce que notre histoire, les aléas de notre vie, le plus et le moins qu'il y a dans toutes les entreprises qui peuvent être les nôtres, nos discours, nos paroles, nos façons d'être ou de faire, ne sont pas du tout de la taille du fait de ce que quelque chose est, qui assurément nous dépasse en tout point, et n'est certainement pas réductible à nos dimensions temporelles, j'ajouterais d'ailleurs aussi bien intellectuelles ou conceptuelles. Hein. Si bien que la poésie me paraît être une sorte de voie d'échappement. Et dans cette situation, moi, je saute par la fenêtre. Vous voyez, parce que je n'ai pas de réponse logique à faire au plan de la logique à quelque chose qui précisément me paraît être le fait même de ce qui appelle le poème. Comme cette réponse impossible, mais que je connais dans son impossibilité, en même temps que dans sa nécessité absolue, parce que n'était cela, nous n'avons rien. Donc il y a une sorte de mise en, je ne sais pas comment dire, de mise en danger, hein, de cet apic que j'ai dit une fois le fait de l'existence comme tel. L'existence est un apic, et quand nous sommes au bord de cet apic, nous n'allons pas nous en tirer par des gloses, quelles qu'elles soient. Si bien que qu'il nous reste à entrer dans toutes les voies possibles et imaginables, de toutes les simulations que l'on veut, et effectivement, nous sommes toujours à côté. Donc d'un côté, ce qui est ce que cela est, et se moque bien de ce que nous pouvons être et en dire, et d'un autre côté, nous n'avons aucune espèce de possibilité, quant à moi, ainsi que je le perçois, de faire face, si ce n'est par les différentes voies de la fiction et de la réponse d'art que j'ai appelé un tribut, le dépôt d'un tribut au pied de choses silencieuses.
Mais ce dépôt d'un tribut, c'est certainement pas un acte victorieux, c'est certainement pas un acte triomphal, c'est certainement pas, d'une manière ou d'une autre, la résolution de quoi que ce soit de cette impasse absolue que nous éprouvons être le fait même de ce qu'il en est, de ce que nous sommes. Quels que soient par ailleurs nos ébats et nos débats, touchant nos impossibilités de faire face par des voies qui seraient, disons, de l'ordre d'une représentation tenable de façon cohérente et sensée. Donc le discours est lui-même mis en, je dirais pas en faillite, mais disons en crise. Et nous n'avons aucune autre issue, nous n'avons aucune issue de ce côté, si bien que le poème est ce qui nous reste. Et je te sais gré d'ailleurs de lui accorder le prix que tu lui accordes chez moi, en prenant au pied de la lettre ce qui est écrit, qui est exactement l'impasse que je perçois être mon impasse. Celle devant laquelle j'enregistre en effet quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes, pouvons dire, être et faire. Et néanmoins, c'est bien cela que nous sommes, dans cette impossibilité même, et c'est de cela que nous ne pouvons pas nous détourner. Donc, je suis en votre compagnie devant cet apic. Pour finir, il me semble justement que le poème, le premier que vous avez très bien choisi, répond à toutes nos questions sans apporter de réponse, puisque nous passons de l'espace, les choses sont là, au matin, qui est le temps qui ouvre, et nous y passons comment? Par cette espèce de respiration, ou de, même je dirais presque de trachée qui respire, qui fait que nous hésitons entre une lecture qui serait verticale et une lecture horizontale, et que c'est dans cette danse et dans cette hésitation du souffle, de ce que j'ai appelé le pli, que nous passons de l'un à l'autre sans solution de continuité. Il n'y a que ça à faire. Si nous disons l'existence anapique, il faut la prendre au sérieux. C'est-à-dire admettre que le dernier mot est notre vertige. Je n'ai rien à dire au-delà. Je suis celui qui tremble devant ce vertige et me connaît ce vertige et ce tremblement. Et je suis d'accord avec toi, c'est nous qui introduisons du temps dans l'affaire, il n'y a aucun doute. Mais néanmoins, ce tremblement qui est le nom, il est temporalisé parce que c'est qu'une existence humaine qui est assurément dans cette temporalité. Et le sens interne, c'est notre nous. Et ce qui ne signifie pas par ailleurs qu'il n'y a pas une étrangeté absolue de ce qui est, de l'ordre de ce qui est comme tel, relativement à ce que nous sommes et à nos tremblements divers et variés, nos incertitudes discursives, figurales, esthétiques, humaines, et nos vertiges. Ce que nous sommes, ce sont ces vertiges-là. Moi, je n'ai pas un mot de savoir au-delà. Je ne peux avoir au-delà que des espoirs et des désespoirs, tout un chacun. Dans ce sens, on peut dire que dehors, de toute manière, même ce mot ne représente rien. C'est simplement dans notre discours, dans le discours. Je pense qu'il y a un dehors au fait humain. Et de ce dehors, nous n'avons pas grand-chose à dire, puisque aussi bien nous y transportons à l'heure ipso facto ce que nous sommes, et il ne s'agit déjà plus de ce dehors. Et là, on retombe dans les contradictions qu'épingle à juste titre, analytiquement, Guillaume. Bon, donc, d'aucune façon, ce qui est n'est réductible à ce que nous sommes. Alors, nous nous mettons d'accord sur cet énoncé, ou sur cette expérience. Car au-delà même de l'énoncé, c'est une expérience qu'il s'agit. Bon, si d'aucune manière ce qui est n'est réductible à ce que nous sommes, il y a donc, relativement à ce que nous sommes, un grand dehors. Ce grand dehors, nous nous heurtons à lui sans cesse et de toutes parts. Et je dirais d'ailleurs que c'est ce qui fait le prix de l'expérience. Je n'irai pas jusqu'à dire sa valeur la plus grande, mais enfin quelque chose qui nous illimite. Il y a quelque chose qui nous illimite dans cette expérience de ce qui nous déborde de toutes parts. Et rien que cela me porterait déjà à ne pas m'en plaindre, et à ne pas simplement être dans le regret de cet impossible. Bon. Mais devant cet apic, nous sommes devant un apic, c'est-à-dire en proie au vertige, et ce qui nous reste, c'est le poème. Voilà où j'en suis. Je ne peux pas aller au-delà, et je ne veux pas essayer de dialectiser de façon réparatrice quoi que ce soit de cette catastrophe qui est notre lot, pour la perception que j'en ai. Mais je voulais dire que dehors même, on peut rencontrer l'absolu dehors,
Oui, avec bien un sûr, être bien humain, sûr. dans une relation. Mais bien sûr. Et ça n'a rien à voir avec une extériorité spatiale. Oui, C'est bien qu'il ne sûr. s'agit plus d'espace. Et quand on dit dehors, on spatialise déjà. Oui, non, mais je suis d'accord que c'est pluridimensionnel, hein, ce dehors. Absolument. Là, ça Oui, ne oui. se ramène pas du tout à l'espace Voilà. des géomètres. Hein. C'est une pluridimensionnalité Il y a plusieurs au espaces. sens des infinis, infiniment infinis de Spinoza. Hein. Il y a plusieurs espaces. C'est vrai, c'est véritablement quelque chose qui est d'un autre ordre que celui de la représentation humaine. Mais Vous êtes d'accord, Michel, avec ça, c'est qu'il y a Qu'on puisse plusieurs appeler- espaces qu'on puisse appeler et ce que celui de la raisonnement littérature, c'est une construction et elle est différente de l'espace qu'a déployé Guillaume. Il ne disqualifie pas en fait, puisqu'il étudie l'espace des écrivains. N'est-ce pas? Mais c'est un autre espace. C'est à moi que la question est. Enfin oui, c'est vrai qu'on n'a pas ici les moyens d'engager une discussion philosophique sur des questions aussi massives. Personnellement, une des raisons pour lesquelles j'hésiterais à séparer espace et temps, c'est que j'ai du mal, notamment en poésie, à séparer dedans et dehors. Des expériences spatio-temporelles, en effet, c'est l'horizon, c'est le paysage, et il me semble que ça joue un certain rôle en poésie. Et donc, pour moi, le lieu de la poésie, c'est celui d'une interaction entre le dedans et le dehors, et nécessairement entre l'espace et le temps. Et que, bon, pas, je trouve qu'il n'y a pas forcément d'avantage à vouloir les séparer, et encore moins les opposer l'un à l'autre. Voilà. Disons que la situation de la poésie est désespérée. Tant mieux. Elle a de l'avenir. Merci Guillaume. Merci à vous. En quelques minutes. Du jus d'orange, vous attend.